Bonjour à tout le monde, bienvenue ce matin dans ce webinaire. Bienvenue à tous. Alors je vous laisse arriver puisque c'est tout juste 10 heures, donc je laisse les personnes nous rejoindre. On est déjà à 80, quasiment 80 personnes, donc c'est chouette. Beaucoup de monde d'inscrits, plus de 600 inscrits à mon webinaire, donc je sens que le sujet RGPD est un sujet brûlant pour vous et que vous avez hâte d'en savoir un peu plus, un peu mieux comprendre vos obligations au niveau de la protection des données personnelles. Donc, c'est chouette. On va être ensemble une bonne heure, voire 1 heure et demie, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire ce matin. Bienvenue à tous. Alors, je laisse encore quelques instants à tout le monde pour nous rejoindre. Et puis ensuite, on va démarrer. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Est-ce que vous me voyez bien? OK, parfait, très bien, super. Alors, je pense qu'il y en a un certain nombre qui me connaissent, mais je pense également que certains me découvrent, ne m'ont jamais vu en webinaire. C'est vrai que je fais pas mal d'événements, pas mal de webinaires, justement, ou de petites vidéos. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être que je me présente. Et puis ensuite, je lancerai un petit sondage pour que vous puissiez me dire aussi qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites comme activité. Alors, je sais que vous êtes tous des praticiens du bien-être, de santé naturelle, mais ça m'intéresse de savoir quelle est votre spécialité, si vous êtes dans la naturopathie, la réflexologie, l'énergétique. Donc, je lancerai un petit sondage juste après. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, moi, je suis donc avocate. Je suis Élise Guillaudis. Je travaille du côté de Grenoble, autour des montagnes. Et j'ai fondé un cabinet qui s'appelle Numétique Avocat, il y a un petit peu plus de 5 ans maintenant. Mon cœur de métier, mon domaine de prédilection, c'est le droit du numérique, le droit des contrats et la protection des données personnelles. Donc, vous voyez, le thème du webinaire de ce matin, c'est le cœur de mon activité. Et puis, alors, je n'ai pas que des praticiens dans ma clientèle, hein. J'ai d'abord et avant tout, surtout des entreprises du web, beaucoup d'entreprises du web, des éditeurs de logiciels, des plateformes numériques. Mais c'est vrai que depuis quelques années, j'accompagne beaucoup de praticiens du bien-être à mieux sécuriser leurs activités. Donc, je les aide à mieux comprendre les lois, les réglementations, et je leur donne des solutions, je leur propose des solutions pour les aider à se mettre en conformité. Voilà ce que je peux dire sur moi, sur mon parcours. Et puis, ma devise juridique, ma manière d'approcher le droit, ma devise, c'est mieux vaut prévenir que guérir, surtout en santé naturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis persuadée que c'est bien de construire en amont une bonne stratégie juridique plutôt que d'attendre qu'on ait une éventuelle sanction, qu'on ait des problèmes. Donc, c'est bien, et c'est aussi pour ça que je fais ce webinaire, c'est pour vous donner les bons réflexes en amont, justement, pour bien sécuriser votre activité, pour vous aider à faire les choses de manière conforme et sereine, et donc, évidemment, diminuer le risque de problèmes, de sanctions, une fois qu'on a mis les choses carrées. Alors après, évidemment, on peut mettre à jour les choses, hein, mais on va dire que le gros du travail juridique est fait une fois pour toutes. Voilà ma devise. Et puis, bon, on va commencer le webinaire. Alors, je vais peut-être lancer le sondage pour savoir quelle est votre activité. Alors, j'ai fait plusieurs propositions. Alors, vous pouvez, me semble-t-il, choisir plusieurs choix. Naturopathe, réflexologue, énergéticien ou autre. Alors, énergéticien, pour moi, c'est un terme assez large, hein. Si vous faites de l'énergétique chinoise, si vous êtes magnétiseur, voilà, peut-être cocher énergétique. Naturopathe, je sais que vous êtes en grande majorité des naturopathes en général. Ceux qui m'écoutent sont très souvent des femmes naturopathes. J'ai aussi pas mal de réflexologues. Et puis après, il y a un peu de tout. Donc, c'est intéressant de voir d'où vous venez, quel est votre parcours. Et ben alors, donc, on a quand même une grande majorité de naturopathes, hein. C'est quasiment 60% de naturopathes. Et puis après, 28, quasiment 30% de réflexologues. Donc, ouais, c'est bien. Je vois que alors, tout le monde a répondu. Je peux mettre fin au sondage. C'est tout bon? Parfait. Eh bien, écoutez, on va commencer, on va démarrer Je vais partager les résultats à tous. Comme ça, vous allez voir, vous allez vous rendre compte un peu de qui il y a dans le webinaire de ce matin. Donc, vous voyez, naturopathe, 57%, réflexologue, 26%, énergéticien, 16% et autres, 38%. Donc, dans le autre, peut-être que vous pouvez préciser dans le chat
ce que vous faites comme activité particulière pour que je me rende compte un petit peu des richesses, des spécialités de chacun. Sophrologue, ouais, d'accord. Ok, très bien. Relaxologue, herboriste, chamanisme. Ouais, donc, alors vous êtes tous des praticiens pour moi, des praticiens du mieux-être, du bien-être, évidemment, hein. C'est souvent comme ça que je vous appelle. Alors, c'est vrai que pourquoi on fait ce webinaire, et peut-être je vais commencer par ça parce que c'est quand même important que vous preniez conscience un petit peu du contexte juridique dans lequel le praticien du bien-être, de santé naturelle se trouve aujourd'hui en France. Et alors, je vais commencer avec quelque chose qui n'est pas forcément très agréable à entendre, enfin quand même, il faut quand même que je passe par là parce que c'est quand même un contexte de réalité, malheureusement. C'est vrai que quand on est praticien du bien-être aujourd'hui en France, on est face à un contexte d'insécurité juridique qui est important. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en France, vos métiers du bien-être ne sont pas officiellement reconnus. Contrairement aux métiers des professionnels de santé qui sont reconnus et dont les métiers sont fixés dans le Code de la santé publique, vos activités de naturopathie, de réflexologie, de sophrologie ne sont pas reconnues aujourd'hui officiellement, en tout cas, au plan scientifique et au plan légal. Donc ça, c'est quand même un point de départ important à avoir en tête pour comprendre les choses. Pour autant, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de réglementation qui vient encadrer et reconnaître vos métiers que pour autant, vous n'êtes pas aux yeux des autorités des professionnels, comme n'importe quel professionnel, hein, comme moi, comme tous les gens qui gagnent leur vie en France. Et comme vous êtes un professionnel, vous vous adressez à des consommateurs, à des professionnels, enfin voilà, vous payez des impôts, évidemment. Et donc, comme vous êtes professionnel, vous devez respecter les nombreuses obligations légales comme tout professionnel. Donc, celle, par exemple, du Code de la consommation et celle du RGPD, celle dont on va parler aujourd'hui, ce matin au webinaire, donc les règles sur la protection des données personnelles. Et c'est vrai que s'il y a un contrôle d'une autorité, eh bien, vous devrez démontrer que vous êtes en règle sur ces nombreuses réglementations à respecter. Et face, c'est vrai, à l'explosion du marché du bien-être, parce que c'est quand même un marché qui est en plein essor, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aller mieux, et il y a aussi beaucoup de praticiens qui décident de s'installer pour essayer d'aider les gens, hein. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle, mais c'est vrai que face à l'essor de ce marché, il y a aussi des dérives, il y a aussi des praticiens qui font n'importe quoi, qui abusent, et donc, forcément, ça fait du mal à vos métiers, à vos professions. Et donc, les contrôles augmentent. Les autorités sont de plus en plus sévères avec vous et face aux abus de certains, n'hésitent plus aujourd'hui à sanctionner. On le voit, hein, et c'est vrai que souvent, on le voit souvent dans l'actualité ces derniers temps, les autorités vous ont dans le collimateur et n'hésitent plus à vous stigmatiser, n'hésitent plus à vous traiter de charlatan. Enfin, voilà, donc on est vraiment dans une ambiance qui est désagréable pour vous. C'est pour ça que je parlais d'insécurité juridique parce que voilà, le contexte, il est quand même celui-ci et voilà, il faut quand même raisonner par rapport à ce contexte qui est compliqué. Et dans ce contexte qui est compliqué, moi, mon message, c'est de vous dire, vous, plus que n'importe quel professionnel, comme vous êtes un peu dans le collimateur, il va falloir faire preuve vraiment d'exemplarité dans la manière d'exercer vos métiers. Et donc aussi d'exemplarité dans la conformité avec les réglementations, et notamment la réglementation RGPD sur la protection des données personnelles, dont je vais parler juste maintenant. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Alors, donc, ce fameux RGPD, si je peux en parler peut-être en introduction, mais peut-être, je vous ai fait un petit sommaire parce qu'on va parler de beaucoup de choses. Donc, pour vous voyez un petit peu tous les sujets qu'on va évoquer ce matin pendant ce webinaire. Donc déjà, je vais définir des termes qui sont clés, qui sont super importants pour que vous puissiez comprendre ensuite de quoi je parle au niveau des obligations, des règles à respecter. Donc, on va regarder les définitions. Ensuite, je vais vous parler des 6 grands principes qui sont prévus par la réglementation RGPD. Je vous parlerai aussi des droits qu'ont les personnes qui sont protégées par les textes et je vous dirai, voilà, je vous expliquerai qu'il faut respecter ces droits. Je vous parlerai des bases légales. Vous verrez que vous arriverez à comprendre
Parmi ces bases légales, quand est-ce qu'il faut le consentement, quand est-ce qu'il ne faut pas le consentement. Donc, c'est à ce moment-là, quand je parlerai de ce fameux consentement, on parlera du registre de traitement. Je pense que c'est un registre dont vous avez déjà entendu parler. Et je sais que vous n'avez pas tous votre registre. Donc, je vous expliquerai comment, qu'est-ce qui doit contenir ce registre. On parlera mesures de sécurité pour protéger les données, parce que ça, c'est un point super important également. Je parlerai pour la première fois, parce que ça, c'est un sujet que je n'ai jamais encore abordé pendant les webinaires. Je vous parlerai de l'analyse d'impact, qui est une des obligations prévues par le RGPD et qui peut concerner certains d'entre vous. On parlera sanctions, évidemment, parce qu'il n'y a pas de règles sans sanctions. Et donc, c'est aussi pour ça que j'en parle, c'est parce que les sanctions sont importantes, que la CNIL n'hésite plus aujourd'hui à rentrer en voie de condamnation quand elle voit que les règles ne sont pas respectées. Donc, je vous en parlerai quand même. Et puis, évidemment, je terminerai par les solutions, parce que c'est toujours intéressant de comprendre ces obligations, mais c'est aussi plus intéressant de savoir comment faire quand on est praticien pour se mettre en conformité, pour gagner la sérénité. Donc voilà, vous voyez, beaucoup de choses à voir, à aborder pendant ce webinaire. Donc, on va être ensemble pendant 1h30. Et puis, évidemment, je consacrerai une partie de ce webinaire aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à utiliser. Il y a un petit onglet questions-réponses. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les. Et puis, je vais vous présenter celle qui va gérer le chat, celle qui va gérer la technique du webinaire, parce que comme vous êtes très nombreux, je ne peux pas être partout. Donc, Jade Sabatier, qui est une juriste qui travaille avec moi, Bonjour à tous. que vous voyez à l'écran, et donc qui va être avec nous et puis qui va prendre note de vos questions. Donc, n'hésitez pas, vous utilisez l'onglet questions-réponses pour poser vos questions, et à la fin du webinaire, on va les prendre ensemble et j'y répondrai, voilà, j'essaierai de répondre à toutes les questions que vous me posez. Ça marche? Bon, et oui, aurons-nous les slides? Oui, il y aura un replay aussi. Donc, vous aurez, toutes les personnes inscrites auront le replay du webinaire. Donc, vous pourrez ensuite le regarder tranquillement à tête reposée. Donc, n'hésitez pas surtout à m'écouter. Hein. Vous pouvez prendre des notes, mais surtout, écoutez-moi. C'est le principal. D'accord? Et puis après, si vous avez besoin de revenir sur certaines notions, vous pourrez regarder le replay ou revoir le support. Allez, on attaque le webinaire. Peut-être... du coup, sur le contexte, pourquoi on va parler du RGPD, pourquoi il y a des règles sur les données personnelles, parce que c'est quand même bien que vous compreniez pourquoi le législateur a érigé ces règles. L'objectif fondamental qui est défini, qui est vraiment celui qui est défendu par ces textes, c'est de protéger la vie privée des individus et donc leurs données personnelles. D'accord? Donc, l'objectif de cette réglementation, c'est un objectif qui est bon, c'est de protéger la vie privée des gens. Donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, c'est vrai que souvent en France, et puis surtout en Europe aussi, on ne sait pas bien faire au niveau législatif des choses simples. Souvent, quand on veut réglementer les choses, on prévoit beaucoup de réglementations et puis c'est souvent assez compliqué pour surtout des professionnels qui ne sont pas experts en droit. Donc, au niveau de la protection des données personnelles, il y a plusieurs textes qui cohabitent les uns avec les autres. Les principaux textes, il y en a deux. Il y a une loi en France qui s'appelle la loi informatique et liberté, qui existait déjà depuis plusieurs années dans notre arsenal français. Et puis, ce fameux RGPD, qui est en fait un règlement européen sur la protection des données personnelles, est rentré en application il y a maintenant 5 ans, est venu donc rajouter des nouvelles obligations sur la protection des données personnelles, est venu aussi renforcer les droits des personnes et renforcer aussi le niveau de sanctions possibles pour les acteurs qui doivent respecter les règles. Donc, c'est vrai qu'il y a 5 ans maintenant, on est venu vraiment taper, enfin, les législateurs et les instances européennes sont venus vraiment taper sur le point sur la table pour renforcer la protection de la vie privée et des données personnelles, parce que c'est vrai qu'à l'ère du tout numérique, bah, c'est vrai que la vie privée est devenue un vrai enjeu de société. Donc, c'est pas simple pour les personnes concernées, les personnes à protéger. Donc, c'est vrai que voilà, le principe de renforcer la protection des données est un bon principe. Maintenant, vous, de l'autre côté, quand on est un professionnel et quand on est un praticien, eh bien, du coup, ça complexifie du coup, les règles à respecter.
Alors, donc peut-être qu'avant de rentrer sur la liste des obligations dont je vais vous parler, peut-être vous donner une précision sur qui doit respecter ce fameux… alors, cette réglementation sur les données personnelles, je vais faire un raccourci et je parlerai de RGPD, mais quand je parle de RGPD, je parle globalement de la réglementation qui s'applique sur les données personnelles. Alors, cette réglementation, ce RGPD, il vise le responsable de traitement. J'ai mis entre parenthèses RT. Donc, c'est qui ce responsable de traitement? C'est la personne physique, morale. Donc, ça peut être une personne comme vous, une société. Ça peut être même un service public. Ça peut être même l'État. En tout cas, c'est l'entité qui va déterminer des finalités et des moyens de traitement sur des données personnelles. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur toutes ces notions un petit peu barbares. Traitement, finalité, pour que vous compreniez bien de quoi ça parle. Simplement, au niveau de cette slide, retenez que le praticien du bien-être, donc les naturopathes, les réflexologues, enfin, vous qui m'écoutez ce matin, vous êtes au plan RGPD un responsable de traitement. D'accord? Donc, c'est la qualification RGPD qu'il faut retenir et que vous avez. Et donc, comme vous êtes responsable de traitement, eh bien, vous devez respecter le RGPD. Alors, il n'y a pas que le responsable de traitement qui doit respecter le RGPD. Je vous donne aussi le nom d'un deuxième acteur qui peut engager sa responsabilité si jamais les règles ne sont pas respectées, c'est le sous-traitant. Le sous-traitant, c'est la personne physique ou morale qui va traiter, donc par exemple faire une collecte de données personnelles pour le compte d'un responsable de traitement. Et vous, quand vous êtes praticien, quand vous êtes naturopathe par exemple, vous avez souvent recours à des sous-traitants, donc à des personnes ou des sociétés qui ont accès aux données personnelles que vous traitez. Je vais prendre deux exemples concrets, puis évidemment, je reviendrai ensuite à part des exemples plus nombreux sur ces notions-là pour que vous compreniez bien les choses. Là, j'essaye de définir un petit peu le contexte et les termes pour que vous ayez des points de repère. Deux exemples. Si certains d'entre vous utilisent ou connaissent le logiciel Jupiter de la boîte Naturo, vous savez que le logiciel, c'est un logiciel de gestion qui vous aide à mieux gérer votre activité de naturopathe ou de praticien et dans lequel vous allez parfois stocker les données de vos clients. D'accord? Eh bien, ce logiciel Jupiter, donc la boîte Naturo qui est l'éditeur de cette solution Jupiter, est sous-traitant des données personnelles, puisque en fait, comme les données se retrouvent dans ce logiciel-là et que la maintenance et l'hébergement du logiciel est assuré par la boîte Naturo, cette entité tiers peut avoir accès aux données que vous avez intégrées dans le logiciel, donc à vos données clients. D'accord? Autre exemple, quand vous utilisez un calendrier en ligne, par exemple, pour gérer votre agenda, vos rendez-vous, l'éditeur de cette solution de calendrier, pour maintenir la solution, peut avoir aussi accès aux données. D'accord? Donc, ces solutions-là, ces tiers sont des sous-traitants puisqu'ils ont accès aux données. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le responsable de traitement et le sous-traitant sont les deux acteurs qui doivent respecter la réglementation RGPD. Et ils ont une responsabilité conjointe. Ça veut dire que si demain, la CNIL, qui est l'autorité de contrôle, ou si demain une personne porte plainte, ces deux acteurs pourront engager leur responsabilité. Et vous, quand vous êtes responsable de traitement et que vous choisissez vos sous-traitants, vous choisissez les solutions que vous allez utiliser pour exercer votre activité, avant, dans le cadre de votre choix, il faut veiller à ce que ces sous-traitants soient bien conformes RGPD. N'hésitez pas à aller regarder leur documentation RGPD, vérifier que le logiciel, par exemple, si c'est un logiciel, est correctement sécurisé, parce que si demain, ce sous-traitant n'est pas conforme RGPD, vous pourriez aussi être responsable de cette non-conformité. Donc, vous voyez, ça va loin parce qu'il y a ces deux acteurs qui sont visés par la réglementation et qui doivent répondre du respect des obligations. Donc, voilà les deux acteurs. Maintenant que je vous ai expliqué qui était le responsable de traitement, qui était le sous-traitant, donc les deux entités qui doivent respecter les règles, je vais vous expliquer qui est protégé par la réglementation. Ce sont les personnes concernées. Donc, ce sont toutes les personnes dont des données personnelles sont collectées. Donc, si je me place
comme un naturopathe, par exemple, ou un réflexologue, ça va être vraiment toutes les personnes dont vous pourriez être amené à collecter les données. Vos clients, ça peut être vos anciens clients ou vos clients potentiels, donc des prospects peut-être. Ça peut être, si vous avez un site internet, les internautes qui vont arriver sur votre site. Ça peut être, si vous avez des salariés, eh bien, ça va être vos salariés. Donc, c'est vraiment toutes ces personnes-là qui sont visées par la protection du RGPD. D'accord? Donc, c'est à l'égard de toutes ces personnes-là que vous avez des obligations en tant que responsable de traitement. Ça, c'est très important à bien comprendre. D'accord? Donc, ce n'est pas que vos clients. Ensuite, une fois qu'on a compris qui était responsable, qui était protégé par le texte, je vais revenir un instant sur la notion de données personnelles parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours simple de comprendre ce que c'est qu'une donnée personnelle. Une donnée personnelle, c'est toute information, mais vraiment au sens large du terme, qui est en rapport avec une personne, un individu, d'accord? Et c'est toute information qui permet de remonter directement ou indirectement à cette personne. Donc, c'est super large. Donc, je vous ai donné des exemples de données personnelles pour que vous vous rendiez compte finalement de la variété, la richesse d'informations qui peuvent se rapporter à une personne. Et dès lors que vous faites des traitements sur ces données personnelles, vous devrez respecter la réglementation. D'accord? Donc, les données personnelles, c'est par exemple le nom, le prénom d'une personne, ça peut être son numéro de téléphone, ça peut être son adresse postale, ça peut être sa photo d'identité, mais c'est aussi toutes les informations sur sa vie personnelle. Ça peut être ses informations professionnelles, sa fonction. Par exemple, le fait que je sois Élise Guiodis, avocate, ce sont des informations personnelles me concernant. D'accord ? Ce n'est pas parce que ce sont des informations pro que pour autant, ça ne me concerne pas en tant qu'individu. Mais c'est aussi, alors que ça peut être aussi évidemment le mail, mais ça va être aussi toutes les informations sur la vie, par exemple, familiale, les habitudes de vie, l'hygiène de vie, vous me voyez venir, donc vraiment toutes les informations au sens large d'une personne. Et puis, ça peut être aussi les informations un petit peu plus en lien avec Internet, donc par exemple un paiement en ligne. Je renseigne ma carte bancaire pour payer en ligne, eh bien, les informations de ma carte bancaire sont des informations personnelles, des données personnelles. Mon identifiant pour me connecter à mon compte en ligne, par exemple au logiciel Jupiter ou pour réserver un train demain pour un déplacement, l'identifiant, mon mot de passe, tout ça sont des informations personnelles. Vous voyez, donc les logs de connexion, l'adresse IP, qui sont des données de connexion, sont aussi des données qui peuvent remonter, qui permettent de remonter à une personne et donc sont considérées par les instances comme des données personnelles. Je vais faire un petit focus sur la donnée de santé parce qu'en fait, la donnée de santé, vous êtes un certain nombre à être concernés puisque je sais qu'au vu de vos pratiques, parfois, vous êtes amené à collecter des données de santé. Alors, une donnée de santé, c'est une donnée personnelle, mais j'en parle parce qu'en fait, elle fait l'objet d'une protection supplémentaire par le texte. On la qualifie souvent de données sensibles. Alors, une donnée de santé, c'est vraiment, au sens large du terme, toute information sur la situation de santé de la personne, que ce soit sa situation de santé passée, actuelle ou potentielle. Donc, ça va être des antécédents, une maladie, un handicap, un risque de maladie. Ça va être un traitement que la personne suit, mais ça peut être aussi son état, par exemple, son état physiologique. Je ne sais pas si vous recevez une personne qui est en détresse, qui est en burn-out, qui est en dépression. Tout ça, en fait, toutes ces informations sur une personne sont considérées comme des données de santé. Alors, c'est vrai que quand vous faites en tant que praticien, par exemple, un bilan de vitalité, quand vous faites un questionnaire anamnèse ou un protocole de réflexologie, on peut se dire qu'assez facilement, vous pourriez être amené à collecter des données personnelles de santé de personnes. Donc ça, ce n'est pas neutre. Je en parlerai tout à l'heure parce que, comme je vous le disais, il y a une protection supplémentaire à connaître. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme vous n'êtes pas professionnel de santé,
eh bien, voilà, vous êtes un petit peu à risque à collecter ces données de santé. Donc, il va falloir faire super attention. Et je reviendrai sur ces sujets-là, mais vraiment à ne collecter vraiment que les données absolument nécessaires. Et si vous en collectez, il va falloir vraiment faire très attention à un certain nombre d'obligations à respecter. J'en finis presque sur les notions. Là, je suis sur les définitions pour que vous compreniez ce que c'est qu'un responsable de traitement, ce que c'est qu'un sous-traitant, ce que c'est qu'une donnée personnelle. Et là, je vais parler de ce que c'est qu'un traitement, puisque depuis tout à l'heure, vous m'entendez parler d'un traitement. Peut-être que ça vaut le coup quand même que je vous définisse, que je vous explique ce que c'est. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment défini de manière super large. C'est toute opération que vous allez réaliser sur une donnée personnelle. Donc, une collecte de données, un enregistrement, une modification, le fait de consulter, le fait de supprimer est un traitement sur des données personnelles. Et j'insiste sur ça parce que ça, c'est très important et je le vois souvent. Vous êtes un certain nombre à commettre cette erreur qui consiste à dire « mais moi, je ne fais pas de traitement ou très peu de traitement numérique. Je ne vais prendre que des notes manuscrites, par exemple, pendant mes consultations. » Et donc, certains font ça et se disent qu'à tort, ils n'ont pas, du coup, à respecter la réglementation RGPD sur les données personnelles. Faux, 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 j'insiste là-dessus, que vous preniez des notes manuscrites sur des fiches, sur un cahier, en consultation, ou que vous utilisiez un ordinateur, donc peu importe, vous êtes soumis aux mêmes obligations RGPD. Donc, toutes les obligations dont je vais parler juste ensuite, vous devrez les respecter, que vous preniez des notes manuscrites ou pas. OK? J'espère que tout ça est clair, que vous vous accrochez, parce que là, ça y est, on a passé le cap des définitions et je vais maintenant vous... oui, Jade, est-ce que tu veux... Oui, c'est vrai. Je vais vous donner des exemples très concrets de traitement de données personnelles. Jade me rappelle qu'il y a une slide quand même que je voulais vous présenter. Et puis ensuite, on va rentrer dans le dur, c'est-à-dire dans la liste des principales obligations à respecter au niveau RGPD. Quelques exemples concrets pour que pour vous, ça vous parle un petit peu plus par rapport aux définitions que je vous ai données. Mais j'ai commencé déjà à vous donner quelques exemples, mais peut-être que ces exemples supplémentaires vous aideront à y voir un petit peu plus clair. Quand est-ce que cette réglementation doit s'appliquer? Quand est-ce que je fais un traitement de données personnelles quand je suis un réflexologue ou un naturopathe? Eh bien, par exemple, le simple fait d'envoyer un mail est un traitement sur des données personnelles, puisque vous allez envoyer un mail à une personne, donc à un individu, une personne physique, ou peut-être parfois à une société, mais en tout cas, souvent, c'est une personne qui est visée. Vous allez traiter des données personnelles quand vous gérez vos rendez-vous, donc quand vous gérez un calendrier, par exemple. Quand vous envoyez une newsletter, et je sais que vous êtes un certain nombre à le faire ou à vouloir envoyer une newsletter pour fidéliser vos clients ou gagner des clients. Lorsque vous prenez des notes lors d'une consultation, j'en ai parlé à l'instant, vous faites des traitements de données personnelles. Ou encore quand vous faites un bilan de vitalité, vous établissez un protocole de réflexologie, même chose, vous faites des traitements de données personnelles. Donc pour toutes ces activités, vous voyez, c'est super large en fait finalement. Vous devrez respecter les obligations dont je vais vous parler maintenant. Ça y est, on démarre sur les obligations. Alors, donc je vais commencer par, on va dire, les 6 grands principes RGPD à respecter, ceux que vous devez toujours avoir en tête quand vous faites des traitements sur des données personnelles. 6 grands principes à connaître et vraiment à veiller à respecter au quotidien dans votre activité. Premier grand principe, vous ne devez faire que des traitements licites, loyaux, transparents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut que les personnes transparentes, parce qu'il faut que les personnes qui sont concernées par ces traitements de données personnelles, donc les personnes concernées, doivent le savoir, doivent savoir ce que vous traitez, pourquoi vous traitez leurs données. Donc, il faut faire les choses en toute transparence, en toute loyauté et de manière licite. Hein, donc, ça, c'est de manière légale. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple très concret. Vous ne pouvez pas aller, par exemple, piocher sur Internet dans des bases de données, des annuaires, ou je ne sais pas moi, sur des réseaux professionnels, des données personnelles pour ensuite, je ne sais pas moi, avoir une stratégie d'envoi massif d'une publicité. D'accord? Ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas faire sans informer les personnes de vos intentions,
sans avoir obtenu leur consentement. Donc, c'est ça le traitement licite, loyal et transparent. Ensuite, deuxième grand principe, vous ne devez faire un traitement que pour des finalités, un synonyme de finalité objectif, ou que pour des raisons déterminées, explicites, légitimes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous collectez des données, il faut toujours se poser la question de savoir pourquoi je collecte ces données personnelles. Pour quelles raisons, pour quelles finalités je les traite. Et les autorités vous disent que vous ne pouvez pas avoir des données qui ne servent à rien, qui sont un peu dormantes, que vous avez stockées dans une base ou dans un ordinateur et qui ne servent à rien. Ces données-là doivent nécessairement être supprimées. D'accord? Donc, je ne traite des données que pour des finalités déterminées, explicites, légitimes. Troisième principe, c'est celui de la minimisation. Je ne traite que ce qui est nécessaire en termes de données personnelles. Je ne fais qu'une collecte adéquate, pertinente et limitée au strict minimum. Par exemple, je donne un exemple concret. Quand je veux envoyer une newsletter, je n'ai pas besoin d'avoir, je ne sais pas moi, 10 champs d'informations personnelles sur la personne. J'ai besoin du mail parce qu'en général, on envoie une newsletter par mail. Donc, si c'est votre souhait, j'ai besoin du mail, peut-être du nom de la personne, peut-être de sa fonction si c'est un intérêt, mais je n'ai pas forcément besoin pour envoyer une newsletter d'avoir accès à plein d'informations personnelles pour ce traitement. D'accord? Ensuite, quatrième principe, je m'assure que les données que j'ai, par exemple, que je stocke concernant une personne, sont à jour. Et si la personne, par exemple, m'informe qu'elle a divorcé, qu'elle a donc changé de nom, qu'elle a changé d'adresse, si j'ai l'information, je tiens à jour ma base de données pour que voilà, les données soient exactes et tenues régulièrement à jour. Autre principe, celui-ci il est super important, gardez-le bien à l'esprit. Je ne conserve les données que le temps nécessaire. Vous ne pouvez pas conserver les données de vos clients, les données de vos salariés pendant 20 ans, pendant 10 ans ou de manière indéterminée. Il faut toujours, pour chaque finalité de traitement, vous devez fixer, déterminer une durée maximum. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est que vous ne devez traiter des données que pour une finalité précise. Et le texte nous dit, une fois que la finalité est réalisée, d'accord, une fois que vous avez fait ce que vous vouliez faire avec les données personnelles et que vous n'en avez plus besoin, votre obligation, c'est de les supprimer totalement, c'est-à-dire supprimer de toutes les bases, les solutions éventuellement logicielles que vous utilisez pour ces traitements-là. D'accord? Donc vraiment, et puis l'idée, c'est vraiment de ne conserver que le temps minimum. D'accord? Ça rejoint le principe de minimisation aussi. Et dernier principe, je reviendrai dessus, c'est le traitement sécurisé et confidentiel. Il faut savoir, c'est quand même le principe défendu par le texte, la protection des données personnelles. Donc, il faut mettre en place des mesures de sécurité qui sont adaptées, qui sont vraiment efficientes pour protéger les données personnelles contre une violation, contre par exemple une perte de données, contre une atteinte, une cyberattaque par exemple. Donc, on reviendra sur ce sujet de la sécurité parce que c'est un sujet important. Mais gardez à l'esprit ces 6 grands principes RGPD. Maintenant que j'ai vu ces 6 grands principes RGPD, je vais vous parler, parce que ça, c'est aussi un point important, c'est le point des droits des personnes. Je vous ai dit en introduction que le RGPD avait renforcé les droits des personnes concernées. Et vous, du coup, comme vous êtes responsable de traitement, vous devez respecter évidemment les droits des personnes. Alors, quels sont-ils ces droits? Je vous les ai résumés ici sur cette slide pour que vous compreniez bien les choses. Je vais les évoquer, je ne pourrai pas rentrer dans le détail pour chacun de ces droits, évidemment, mais voilà, l'idée, c'est que vous ayez quand même une vue synthétique et macro de ces droits-là. Premier droit, et celui-ci, pour le coup, je vais faire un focus important ensuite. On reviendra sur ce droit-là, c'est le droit à l'information, parce qu'il est super important. Donc, les personnes concernées ont le droit, ça fait le lien avec le principe de transparence que j'ai évoqué tout à l'heure, les personnes concernées ont le droit d'être informées des traitements que vous faites sur leurs données personnelles. D'accord? Ils ont le droit d'être informés et vous, du coup, vous devez les informer de ce que vous faites de leurs données personnelles. OK? Premier droit hyper important des personnes concernées. Deuxième droit, ce droit-là, c'est un droit que peut exercer la personne. Elle n'est pas obligée de le faire, mais elle peut vous demander
d'obtenir une copie des données personnelles que vous traitez la concernant. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et vous dire que si demain une personne exerce ce droit, vous n'aurez pas d'autre choix que de faire droit, que de répondre du coup favorablement à ce droit. La personne peut vous demander aussi une rectification si elle constate que les données que vous traitez et qui la concernent ne sont plus à jour, il y a une erreur, elle va vous informer de cela et vous demander du coup de mettre à jour ces données. Donc ça, même chose, vous avez l'obligation, quand vous êtes informé qu'il y a une mise à jour à faire, vous devez faire cette mise à jour. Autre droit dont vous avez très certainement déjà entendu parler, c'est le principe du droit d'opposition. Alors ça vise principalement, c'est souvent cet exemple-là qui vient souvent à l'esprit, c'est quand par exemple vous envoyez une newsletter, donc quand vous faites des infomerciales, un peu, par exemple la prospection commerciale, vous envoyez une newsletter, il faut rappeler à la personne qu'elle a un droit d'opposition, elle a droit finalement à s'opposer à recevoir votre newsletter et être démarchée commercialement. D'accord? Donc, elle peut exercer son droit d'opposition et évidemment, votre obligation, si cette personne exerce son droit d'opposition, c'est de faire droit à sa demande. La personne peut aussi, ça c'est le 5e droit, vous demander à effacer complètement les données que vous avez qui la concernent. Alors, il faut savoir que ce n'est pas un droit absolu, parce que vous avez quand même un droit légitime à conserver certaines données, notamment certaines données de vos clients, dans le cadre de la relation contractuelle, d'accord? Mais si finalement les données que vous avez ne sont objectivement plus nécessaires, que c'est par exemple un ancien client à vous dont vous n'avez plus du tout de contact depuis 5 ans et que la personne vous demande d'effacer les données qui la concernent, vous devrez faire droit à sa demande d'effacement. D'accord? Et dernier droit qui est un petit peu technique, j'en parle juste un instant, le droit à la portabilité des données. La personne, si demain elle souhaite par exemple changer de prestataire, elle a le droit d'exercer ce droit à la portabilité, c'est-à-dire vous demander de transmettre ces données, donc de récupérer ces données dans un format lisible et couramment utilisé, comme par exemple un format Excel. Voilà. Voilà les principaux droits des personnes concernées qu'il va falloir du coup respecter. Et alors donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous faire un focus un petit peu plus détaillé sur le premier droit que j'ai évoqué à l'instant, qui est le droit d'information RGPD. Donc, l'information à donner aux personnes concernées. Alors, je rappelle, qui doit être informé, c'est évidemment toutes les personnes qui sont concernées par la collecte de données. D'accord? Donc, vous, si vous êtes naturopathe, il va falloir analyser toutes les personnes qui sont concernées par des traitements de données personnelles. Donc, évidemment, vos clients, vos anciens clients, vos internautes, si vous avez un site Internet. Un site Internet, très souvent, collecte des données personnelles d'internautes, d'accord? Qui ne sont pas toujours que vos clients. Ça peut être des personnes qui naviguent sur votre site qui ne sont pas encore vos clients, d'accord? C'est pour ça que je parle d'internautes. Votre site Internet, ce n'est pas forcément un outil qui permet juste de collecter des données de vos clients. Ça vise plus largement tout utilisateur de votre site. Ça peut être pour certains d'entre vous, vos salariés, d'accord? Donc, toutes ces personnes-là dont vous collectez les données, d'accord, doivent être informées d'un certain nombre de choses au niveau des données personnelles. Alors, qu'est-ce qu'on doit donner comme information à ces personnes? Quel est le contenu de l'information? Alors ça ne s'invente pas. Le RGPD fixe en fait une liste très précise d'informations à donner à ces personnes. D'accord? Donc, informations à donner à vos clients, informations à donner à vos internautes sur votre site, à vos salariés, à vos fournisseurs, à vos partenaires, toutes les personnes physiques dont vous collectez les données doivent avoir cette information-là. Donc, quelles informations? Contenu, donc c'est déjà première information à donner, votre identité en tant que responsable de traitement. Vous devez dire qui vous êtes, dire le responsable de traitement et Madame Dupont, naturopathe. D'accord? Il va falloir aussi donner vos coordonnées. Donc, vos coordonnées, c'est votre adresse, votre mail de contact, votre téléphone. L'idée, c'est que la personne puisse vous contacter si elle a besoin de le faire pour des sujets, des questions à vous poser, par exemple, au niveau de la protection des données personnelles. Ensuite, la troisième information très importante à donner, c'est les finalités. C'est-à-dire que la personne ou les personnes doivent savoir
pourquoi, quelles sont les raisons, quelles sont les finalités pour lesquelles vous traitez leurs données personnelles. D'accord? Donc, je vais revenir sur ce sujet de la finalité, mais des finalités, quand on est naturopathe, des finalités de traitement, il peut y en avoir beaucoup. Je vous en donne une ou deux pour que vous puissiez comprendre. Je parlais tout à l'heure de l'envoi d'une newsletter. C'est une finalité de traitement. Je collecte des données. Pour quel motif? Pour envoyer une newsletter. D'accord? Ça peut être aussi, je collecte des données. Pour quelle raison? Pour gérer mes rendez-vous. Je collecte des données pour gérer mes consultations en naturopathie. D'accord? Donc, vous voyez, les finalités de traitement, il peut y en avoir finalement un certain nombre. Je reviendrai aussi sur la base légale dans un instant, je vous expliquerai ce que c'est, mais dans l'information à donner aux personnes, il va falloir aussi mentionner les bases légales qui vous autorisent à faire ces traitements de données personnelles. Vous devrez aussi informer les personnes si certains tiers ont accès aux données. Je prenais l'exemple tout à l'heure du sous-traitant, un logiciel que vous utilisez pour gérer vos rendez-vous en ligne ou un logiciel de gestion comme Jupiter. Donc là, en fait, juridiquement parlant, ces sous-traitants sont des destinataires tiers en fait des données qui sont concernées. D'accord? Donc, vous devez, en fait, la personne, elle doit savoir qui a accès potentiellement à ces données. Donc, si vous avez des sous-traitants RGPD et vous avez forcément des sous-traitants RGPD, alors, pas forcément, parce que certains d'entre vous n'utilisent pas forcément toujours des solutions tiers qui auraient accès aux données, mais vous êtes beaucoup à en utiliser. Donc, quand vous utilisez, par exemple, je ne sais pas, une plateforme de rendez-vous, alors, Doctolib, je sais que maintenant, vous ne pouvez plus l'utiliser, mais je ne sais pas, moi, par exemple, mon produit bien-être, Medoucine, les plateformes de prise de rendez-vous, eh bien, quand vous utilisez ce type d'outils, forcément, vous transférez une partie des données des personnes concernées. Donc là, si je prends l'exemple de Medoucine, les personnes concernées, c'est qui? C'est les personnes qui rentrent en relation avec vous sur la plateforme pour prendre rendez-vous avec vous, d'accord? Et en fait, c'est la plateforme qui va accéder aux données. Donc, la personne va savoir que Madame Martin a pris rendez-vous avec vous tel jour à telle heure. D'accord? Donc, en fait, ce destinataire tiers, c'est la plateforme. Et donc, Madame Martin, elle doit savoir, parce que vous êtes le responsable de traitement par rapport aux données de Madame Martin, puisque vous êtes le praticien qu'elle a contacté, vous devez lui donner l'information RGPD sur les destinataires tiers de ces données. Donc, l'informer que vous utilisez, par exemple, si je reprends l'exemple très concret de Medoucine, vous utilisez cette plateforme de prise de rendez-vous qui peut avoir accès à certaines de ces données. Il va falloir aussi autre information à donner, c'est celle des éventuels transferts de données en dehors des frontières de l'Union européenne. Il faut savoir que le RGPD fixe des règles de protection au niveau de l'Europe. Donc, tous les pays membres de l'Union européenne doivent respecter, toutes les entreprises membres de ces pays-là au niveau de l'Europe doivent respecter le RGPD. Mais il faut savoir que si les données personnelles passent les frontières de l'Union européenne, donc par exemple, je ne sais pas si vous faites appel à un sous-traitant, une entreprise sous-traitante qui a des serveurs, par exemple, en Chine ou aux États-Unis, eh bien, il y a un transfert de données personnelles qui peut se faire vers ces pays tiers. Et comme ces pays tiers, ils ont des lois, des réglementations qui sont différentes de celles du RGPD, il peut y avoir des réglementations qui sont moins protectrices. C'est par exemple le cas des États-Unis. Les lois sur les données personnelles des États-Unis sont moins protectrices que les lois RGPD. D'accord? Donc, il y a un problème justement. Et donc, vous, si vous faites appel à des sous-traitants qui peuvent faire des transferts de données, par exemple, vers les États-Unis, eh bien, il faut savoir qu'en toute rigueur, ce n'est pas conforme, sauf à vraiment mettre en place des mesures de garantie vraiment appropriées pour protéger, encadrer la donnée dans le cadre de ce transfert. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut éviter à tout prix de faire ces transferts de données. Je prends l'exemple, je sais par exemple, vous êtes un certain nombre à utiliser des sites Wix qui sont hébergés par Wix. Et Wix, dans sa politique de traitement de données personnelles, nous dit qu'il peut y avoir des données personnelles transférées. Donc, dans ces cas-là, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas le choix. On est tributaire et dépendant de ce sous-traitant Wix et on ne maîtrise pas finalement
les données qui sont transférées. On ne sait pas quelles données sont transférées hors UE, vers quel pays et quelles mesures de garantie ont été mises en place par Wix pour protéger ces données. Donc, il y a un point de non-conformité parfois et donc, évidemment, s'il y a des transferts de données, à minima, il faut informer les personnes, il faut que les personnes le sachent. Mais il faut savoir que même en le sachant, ce n'est pas toujours suffisant pour que le transfert soit conforme. Et puis, dans le contenu des informations à donner, il y aura évidemment aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, les durées de conservation. Hein, vous vous souvenez, je dois fixer des durées maximum de conservation des données, que le temps nécessaire. Et donc, vous devez informer les personnes de la durée de conservation de ces données. OK ? Voilà les contenus d'information, les informations à donner aux personnes concernées. Donc, vous voyez, rien que sur l'information, il y a quand même pas mal de choses à savoir. Alors, quand est-ce qu'il faut informer? Quand est-ce qu'il faut donner cette information aux personnes? Alors, le principe, c'est que dès lors qu'on collecte, au moment où on collecte les données de la personne, on devrait donner ces informations. D'accord? Ou alors, si on ne donne pas au moment de la collecte, il va falloir le faire dès le premier contact avec la personne. D'accord? Donc, c'est important de le faire le plus tôt possible. Ça, c'est la chose à savoir. Ensuite, comment on informe concrètement? Parce que vous avez vu que la liste des informations à donner est quand même un peu longue. Hein. Donc, c'est clairement pas possible de le faire oralement. Donc, il va falloir prévoir un document d'information écrit. D'accord? Ça, c'est important de le savoir. Et puis, ce qu'il va falloir aussi savoir, c'est qu'il va falloir faire attention à la qualité de l'information parce que la CNIL nous dit qu'elle veut que l'information soit vraiment compréhensible, accessible, transparente. Donc, si quand on lit votre document d'information, on ne comprend pas quelles données personnelles sont collectées, quelles sont les finalités, est-ce qu'il y a des transferts de données hors UE, etc. Si on ne comprend pas clairement les choses, la CNIL nous dit que du coup, l'information donnée n'est pas valable. Donc, ça équivaut à une absence d'information légale. D'accord? Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est concrètement prévoir un document. Alors, en général, ce document s'appelle politique de confidentialité, politique de protection des données personnelles. C'est souvent ces documents d'information RGPD s'appellent souvent comme ça. Donc, ça veut dire qu'il va falloir prévoir des documents d'information RGPD, donc une politique de protection des données personnelles, au minimum une qui concerne vos clients, parce que vous avez tous des clients, j'espère, dont vous collectez les données. Donc, il va falloir prévoir ce document d'information, mais peut-être pas que vos clients, parce que si un certain nombre d'entre vous a un site Internet, par exemple, le site collecte des données, je ne sais pas, via un formulaire de contact, via un bouton d'abonnement à newsletter. Le site peut être un outil qui collecte des données, donc peut-être qu'il va falloir prévoir aussi une politique RGPD au niveau de votre site. D'accord? Si vous avez des salariés, il va falloir aussi prévoir un document d'information RGPD à destination de vos salariés. D'accord? C'est vraiment toutes les personnes concernées qui sont visées par ce devoir d'information. Voilà ce que je voulais vous dire sur le droit d'information, le devoir d'information. Et maintenant, je vais passer à un autre sujet qui n'est pas toujours très simple à comprendre, c'est les bases légales obligatoires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une base légale obligatoire? En fait, il faut savoir que dès lors que vous faites un traitement, donc une opération sur une donnée personnelle, vous devez avoir une base légale. D'accord? Ça, c'est le principe qui est prévu par le RGPD. Et le base légal, si vous voulez, c'est un fondement qui vous autorise à faire un traitement sur une donnée personnelle. Si vous n'avez pas de base légale, eh bien, le traitement que vous faites sur ces données, sur la donnée, sera considéré comme interdit. D'accord? Donc, à chaque fois que vous faites un traitement, il va falloir se poser la question de savoir quelle est la base légale, quelle est votre base légale. D'accord? Et pour chaque finalité de traitement, vous devrez trouver une base légale. D'accord? C'est un peu technique, hein, toutes ces notions-là, mais c'est super important puisque vous devez respecter la réglementation RGPD, comme vous le savez. Donc maintenant, c'est quand même hyper important que vous compreniez comment fonctionnent les choses pour ensuite pouvoir les mettre en œuvre au niveau de votre entreprise. OK? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du texte, il y a une liste de bases légales qui est prévue, d'accord? Et il va falloir pour chaque traitement, pour chaque finalité de traitement, trouver au moins une base légale. D'accord? Donc là, il y en a 6 que j'ai mis à l'écran.
Et pour chaque traitement, il va falloir au moins que vous en ayez une. Si vous en trouvez, alors il peut y en avoir plusieurs, mais si vous n'en trouvez pas du tout, si vous n'avez pas obtenu aucune base légale, ça voudra dire que votre traitement, il n'est pas autorisé, il n'est pas légal. Donc, il va falloir supprimer les données de ce traitement. OK? Alors, première base légale, c'est le consentement de la personne. Si la personne vous a donné son consentement, libre, éclairé, spécifique, hein, donc ça veut dire éclairé, ça veut dire que vous l'avez bien informé avant de vos intentions, par la politique de protection des données personnelles, et que la personne, au regard de l'information que vous lui avez donnée, vous a vraiment manifesté son accord, libre et spécifique. C'est-à-dire qu'elle a dit « Ok, je suis d'accord, j'ai compris ce que vous vouliez faire de mes données et je vous donne mon accord pour cela. » D'accord? Ben, ça, c'est une base légale. D'accord? Donc, si par exemple, je reprends l'exemple de la newsletter, vous souhaitez envoyer une newsletter à vos clients ou à vos anciens clients, eh bien, vous devrez obtenir le consentement de la personne. Donc, vous devrez lui dire « Je souhaiterais vous envoyer ma newsletter pour vous envoyer des informations en lien avec la naturopathie, en lien, par exemple, avec les ateliers que je voudrais animer tout au long de l'année. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous envoie cette newsletter ?» La personne vous dira oui ou non. Elle pourra vous dire non, hein, mais si elle vous dit oui, elle vous aura donné son consentement libre, éclairé, spécifique. Et donc là, c'est bon, vous aurez une base légale qui vous autorisera à envoyer la newsletter à la personne. Autre base légale qui est possible et qui est prévue par le RGPD, c'est l'obligation légale. Alors ça, ça ne vous concernera pas forcément dans tous les cas. Je vous donne un exemple concret. Si vous avez des salariés, vous avez l'obligation légale de les payer à la fin du mois, d'établir un bulletin de paie. D'accord? Et pour les payer et faire ce bulletin de paie, bah, vous devrez forcément traiter des données personnelles concernant son identité, son numéro de sécurité sociale, etc. Et donc là, c'est une obligation, c'est la base légale obligation qui vous autorise à faire ces traitements de données personnelles, d'accord? Pour la finalité établissement d'un bulletin de paie. Ça marche? Ensuite, troisième base légale, et celle-ci, elle va pouvoir très certainement être intéressante à exploiter pour vous, c'est le contrat. Alors, ça suppose évidemment que vous ayez eu un contrat, des conditions générales, que vous ayez en tout cas mis en place quelque chose au niveau contractuel avec les personnes concernées. Donc, je pense tout de suite à vos clients, d'accord? Pour tout ce qui est gestion des données pour la prise de rendez-vous, pour les consultations, pour le suivi. Donc, tout ce que vous allez faire, par exemple, au niveau de vos activités de naturopathie, de réflexologie par rapport à des clients, d'accord? Si toutes ces activités-là sont bien correctement encadrées par un contrat, par exemple des conditions générales, et que ces conditions générales ont été envoyées à la personne, enfin voilà, on va dire que le socle contractuel a été mis en place, eh bien, ça vous autorisera à traiter les données personnelles de votre client, d'accord, pour gérer les rendez-vous, pour assurer la consultation, pour faire le suivi de la personne, etc., etc. Donc ça, vraiment, c'est une base légale hyper importante pour vous à exploiter, à explorer, pour vous autoriser à faire des traitements de données personnelles. Deux autres bases légales, alors j'ai mis des croix, pourquoi? Parce qu'il faut que vous sachiez qu'elles existent, mais vous ne pourrez pas, vous, en tant que praticien du bien-être, les utiliser parce qu'on est vraiment sur des bases légales de mission d'intérêt public, de sauvegarde des intérêts vitaux. Donc, ce sont des bases légales que pourrait utiliser, par exemple, un médecin, un professionnel de santé, un hôpital, par exemple, pour soigner une personne qui est accidentée, qui est grièvement blessée et qu'on va devoir soigner sans avoir à courir après son consentement ou lui faire signer un contrat. D'accord? Vous voyez un peu comment on joue avec les bases légales. Et du coup, ces bases légales permettent du coup de traiter les données de la personne dans le cadre de la loi. Dernière base légale dont je parle, l'intérêt légitime. Parfois, pour certains traitements de données personnelles, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir le consentement de la personne ou qu'on ait mis en place un contrat avec cette personne-là. La base légale intérêt légitime peut parfois suffire. C'est par exemple le cas où, je ne sais pas si vous voulez envoyer une newsletter à une personne qui est professionnelle, d'accord? Donc, je ne sais pas, moi, ce serait par exemple envoyer une newsletter à une école de formation en naturopathie, donc par exemple, ou un syndicat ou une fédération, donc
une entreprise professionnelle, d'accord? Là, vous pourriez en effet vous passer du consentement parce qu'on serait sur un modèle B2B, professionnel à professionnel, et donc vous pourriez envoyer votre newsletter sur la base de l'intérêt légitime comme base légale. Donc voilà comment les choses s'articulent. Retenez donc, il faut une base légale pour tous les traitements de données personnelles. Et donc vous, en tant que praticien, je dirais que on va dire les bases légales, les deux principales sur lesquelles vous allez devoir trouver pour les traitements de données personnelles, c'est le consentement et le contrat. D'accord? En tout cas, à l'égard, je pense notamment à vos clients, ce sera principalement ces deux bases légales que vous pourrez utiliser. Et l'intérêt légitime, parfois, vous pourrez l'utiliser. Je prends un autre exemple. Imaginons que vous avez un site Internet avec un formulaire de contact qui permet à l'internaute de vous contacter pour, je sais pas, pour en savoir plus sur la naturopathie. Eh bien, vous aurez un intérêt légitime à traiter les données pour répondre à la personne, donc lui apporter une réponse. Et vous pourrez éventuellement vous baser sur cette base légale intérêt légitime. Et vous voyez, ça vise des cas quand même assez résiduels. On va dire que principalement concernant les clients, ce sera le consentement et le contrat qui seront les deux bases légales à utiliser. Alors, quelle est la base légale? Et ça, c'est très important concernant les données de santé, puisque tout à l'heure, je vous ai parlé des données de santé. Je vous ai dit qu'il y avait une protection supplémentaire qui était exigée par la réglementation. Et là, par rapport à ces données de santé, ce qu'il va falloir que vous compreniez, c'est comme vous n'êtes pas des professionnels de santé, d'accord, vous n'aurez pas d'autre choix. Si vous voulez collecter des données de santé, donc données sur l'état de santé, les antécédents, les traitements éventuels, l'état de difficulté émotionnelle de la personne, donc tout ça, ce sont des données de santé. Si vous voulez collecter ces données-là, vous n'aurez pas d'autre choix que de demander le consentement de la personne. D'accord? Donc, la seule base légale que je vois pour vous, pour collecter ce type de données-là, ce sera le consentement express et préalable de la personne. D'accord? Alors, comment vous allez pouvoir obtenir concrètement ce consentement de vos clients? Alors, en fait, peu importe, parce que le texte ne vous impose pas une manière de faire. Le principal, c'est que vous obteniez ce consentement, d'accord? Et que ce consentement soit vraiment libre, éclairé et spécifique. Alors, vous pouvez mettre en place un petit formulaire, l'envoyer par mail, ou si vous recevez les personnes dans vos locaux, vous pouvez remettre en main propre ce formulaire et demander à la personne de vous donner son consentement en cochant une case. Ou alors, si vous utilisez Internet, vous pouvez sur votre site justement mettre une petite case à cocher pour recueillir ce consentement. Peu importe la manière dont vous obtiendrez ce consentement, rappelez que le principe, c'est qu'il va falloir obtenir ce consentement et surtout le conserver, c'est-à-dire que si demain vous avez un contrôle de la CNIL, vous devrez démontrer que vous avez informé, vous devrez démontrer que vous avez recueilli ce consentement express et préalable. Donc, gardez bien, stockez bien, conservez bien les consentements des personnes parce que si demain vous avez un contrôle et que vous n'avez rien conservé, vous serez bien en difficulté pour démontrer votre conformité. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'information, les bases légales. Et maintenant, je regarde l'heure simplement. Ouais, il est 11 h, donc je suis bien bavarde. Je vais vous parler du registre de traitement et je vais accélérer parce que je veux quand même garder un temps important pour les questions. Je sais que vous avez des questions. N'hésitez pas encore une fois à les poser dans l'onglet questions-réponses. Je sais que Jade, elle commence un petit peu à compiler les questions et puis ensuite, on y répondra. Alors, registre de traitement, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, donc ça fait partie, c'est une des obligations qui est prévue par le RGPD. Et donc, c'est une obligation qui consiste, donc ce registre de traitement, il sert à quoi? Il sert à recenser les traitements de données que vous faites, d'accord, sur des données personnelles. Et c'est un registre qui va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble, finalement, de tout ce que vous faites au niveau de votre entreprise, de votre activité. Ça vous permet d'avoir une vue un peu macro sur les différents traitements que vous réalisez sur des données personnelles. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est un outil de pilotage qui est assez intéressant pour vous aider vraiment à avoir une vision globale des choses par rapport à votre activité.
Et puis, au-delà du fait que c'est un outil intéressant, c'est aussi un outil de preuve parce que si demain la CNIL vous contrôle, elle va vous demander votre registre de traitement. D'accord? Donc, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de prouver, de démontrer que vous avez respecté votre obligation de tenir un registre. Alors, justement, avant de parler de qu'est-ce qu'on doit prévoir dans le registre, ce qu'il faut quand même préciser, c'est qu'en tant que praticien, à partir du moment où vous collectez des données personnelles de manière régulière, d'accord, vous devrez tenir ce registre. D'accord? Donc, seuls ceux qui ne collectent aucune donnée de manière régulière n'auront pas à tenir ce registre de traitement. Et je ne sais, honnêtement, je pense que tous ceux qui m'écoutent, et c'est vrai que par expérience, je parle quand même avec beaucoup de praticiens. Maintenant, j'en ai plus de 300 maintenant dans ma clientèle, donc je commence à bien connaître vos pratiques et la manière dont vous exercez vos activités. Et il n'y en a pas un où je me suis dit, celui-ci, il collecte aucune donnée personnelle, d'accord, de manière régulière. Donc pour moi, vous êtes tous concernés. Alors, tous concernés par les obligations que j'ai évoquées jusqu'à présent, mais également par l'obligation de tenir un registre de traitement. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre dans ce registre? Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a dit qu'on doit tenir un registre, il faut quand même qu'on comprenne ce qu'on doit marquer dans son registre. Alors, dans ce registre-là, vous allez évidemment indiquer votre nom, d'accord, le représentant de l'entreprise. Donc, c'est vous, si vous exercez en entreprise individuelle. Si vous êtes en société, vous allez mettre le nom du représentant, le nom du référent RGPD. Donc, ce sera, si vous êtes plusieurs dans votre entreprise, c'est peut-être pas forcément le représentant légal de l'entreprise. Donc, voilà, vous allez mettre l'identité des personnes qui sont responsables de la question RGPD dans votre entreprise, d'accord? Ensuite, vous allez aussi dans ce registre, du coup, recenser les différentes activités de traitement que vous avez sur les données personnelles. D'accord? Donc, vraiment faire un 360 de vos activités, que ce soit à l'égard de vos clients, vos salariés, sur votre site Internet, vraiment à l'égard de si vous avez des partenaires, si vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Vous faites un 360. Et ensuite, par type d'activité, vous allez ensuite définir les choses de manière plus précise. Par exemple, notamment les catégories de données traitées. Pour chaque activité, précisez bien quel type de données vous traitez. Est-ce que je suis sur des données d'identification? Est-ce que je suis sur des données de santé? Est-ce que je suis sur des données bancaires? Ou est-ce que ce sont des données sur la vie familiale ou la vie, les habitudes alimentaires de la personne? Voilà, l'idée, c'est de pouvoir définir par type d'activité quel type de données vous êtes amené à traiter. D'accord? Ensuite, vous allez évidemment préciser dans votre registre les finalités de traitement. D'accord? Donc, toutes les finalités de traitement, utilisation d'un calendrier en ligne, utilisation d'une plateforme de prise de rendez-vous, gestion de paye de mes salariés, etc. Vous définissez les finalités de traitement. Vous allez aussi préciser dans votre registre les durées de conservation des données. Je vous ai dit, pour chaque finalité, précisez bien une durée de conservation. Indiquez bien aussi les bases légales qui vous autorisent à faire ces traitements. Pour chaque finalité, je dois trouver ma base légale. Vous vous souvenez, ma base légale, ça peut être le consentement, le contrat que j'ai conclu avec la personne ou encore l'intérêt légitime. D'accord? Donc, à chaque fois qu'il y a une finalité, il va falloir qu'on renseigne dans son registre les bases légales qui nous autorisent à faire ces traitements. Vous pourrez aussi préciser dans votre registre les différentes mesures de sécurité que vous avez mises en place pour protéger les données personnelles. Mentionnez aussi les éventuels transferts de données hors UE, ceux que vous faites vous ou ceux qui sont faits par vos sous-traitants. Donc, c'est bien aussi dans votre registre de lister les noms des destinataires tiers des données et pour chaque destinataire tiers, donc qui sera un sous-traitant RGPD, préciser s'il y a d'éventuels transferts de données hors UE. D'accord? Il faudra aussi dans votre registre indiquer si vous avez fait ou vous devez faire une analyse d'impact. Je vais en parler, je vais vous expliquer ce que c'est à la fin du webinaire, ce que c'est que l'analyse d'impact. Alors, le registre, il n'y a pas de forme imposée, c'est-à-dire que vous pouvez faire un registre comme un registre d'assemblée générale pour une société, vous pouvez utiliser un fichier Excel, vous pouvez utiliser un logiciel, il y a des logiciels en ligne pour faire le registre, vous pouvez utiliser un document Word. Moi, je travaille sur Word, par exemple. Donc, peu importe la forme de votre registre, ce qui compte, c'est que le registre existe et que son contenu, d'accord, a été suffisamment enrichi. Ça marche?
Alors, si je veux vous donner des exemples concrets, on peut peut-être partir sur le modèle gratuit qui est fourni par la CNIL. Directement sur le site internet de la CNIL. Jade vous mettra, voilà, elle vous a mis le lien sur lequel vous pouvez retrouver le modèle de registre qui a été publié par la CNIL. Alors, le modèle de la CNIL, c'est un modèle Excel, donc qui n'est pas toujours très simple à manipuler pour ceux qui ne connaissent pas bien Excel, mais voilà, en tout cas, il a le mérite d'être là. Et si on peut aller un petit peu plus dans le détail du registre, vous allez voir, alors ça, on est sur la CNIL nous a mis un modèle type de fiche de traitement. Donc là, par exemple, cette fiche, vous voyez à l'écran, elle vous a mis l'exemple de la gestion de la paie. D'accord? Donc, ça concerne qui? Les salariés, si vous en avez. D'accord? Donc là, sur cette fiche de traitement, on va renseigner qui sont les acteurs, donc qui est le responsable de traitement, qui est le référent RGPD, le nom du traitement. Et après, vous voyez sur les finalités, elle a précisé des sous-finalités, calcul des rémunérations, calcul du montant des versements adressés aux organismes sociaux, paiement, donc ordre de virement à la banque. Donc, elle a dans la CNIL, dans son modèle, elle a décliné des sous-finalités. Donc, elle est loin dans la définition des finalités. Et puis ensuite, pour ce traitement-là, sont précisées les catégories de données personnelles traitées, nom, prénom, adresse, RIB, numéro de sécurité sociale. Il y a des durées de conservation aussi, 5 ans à compter du versement de la paie. Il est aussi mentionné qui sont les destinataires. Donc, ça peut être des destinataires internes à l'entreprise, et ça peut être évidemment aussi les destinataires tiers, comme les organismes sociaux, les banques, enfin la banque qui va opérer le paiement. Donc, vous voyez, dans son modèle, vous voyez bien finalement comment sont décrites les choses assez facilement. Alors après, c'est vrai que ce n'est pas toujours très simple, j'en conviens, de transposer ce modèle à vos pratiques de santé naturelle. Je suis bien d'accord avec vous, ce n'est pas toujours un exercice bien simple. Voilà ce que je peux vous dire sur le registre. Je vais avancer parce que je vois que le temps avance. Je vais vous dire un mot quand même sur les mesures de sécurité pour protéger les données personnelles. Ça, c'était une des parties aussi que je voulais voir avec vous, parce que c'est vrai que c'est pas aussi les mesures de sécurité, vous n'êtes pas expert en sécurité. Moi-même, je ne le suis pas. Et ce n'est pas toujours un sujet simple à mettre en place au sein de votre entreprise. Donc, je vais essayer de vous définir ce qui est attendu par la CNIL et ensuite vous donner des exemples pratiques de mesures de sécurité que vous pouvez mettre en place au sein de votre entreprise, au sein de vos activités. Alors, le principe, c'est que dès lors qu'on collecte, on fait des traitements sur des données personnelles, dès lors que le responsable de traitement fait ça, eh bien, il doit mettre en place les mesures de sécurité adaptées pour garantir les données personnelles contre toute violation. D'accord? Donc, il faut vraiment mettre en place des mesures de sécurité pour protéger au maximum les données personnelles. Les protéger contre quoi? Contre une perte. D'accord? La perte de données, c'est une violation. D'accord? Les protéger aussi contre une atteinte à l'intégrité, d'accord, de la donnée. Si par exemple la donnée est abîmée, ou elle est stockée sur un disque dur, puis en fait le disque dur prend l'eau, la donnée est abîmée, c'est une violation de la donnée également. Mais ça peut être aussi, et c'est souvent ça aussi qui est visé par la violation, c'est les accès non autorisés aux données personnelles. Donc l'atteinte à la confidentialité des données. Je pense par exemple à la cyberattaque. D'accord? Si par exemple demain vous faites voler votre ordinateur ou vous êtes victime d'une cyberattaque, eh bien on est sur une violation de sécurité, une violation de la donnée personnelle. D'accord? Donc l'idée c'est que vous mettiez en place des mesures de sécurité qui soient vraiment fortes pour protéger les données contre ces éventuelles violations. Alors rassurez-vous, il y a un guide qui a été publié par la CNIL. Jade vous a mis le lien dans le chat pour que vous puissiez vous y référer. Là, je vais aller à l'essentiel et vous donner des exemples un petit peu concrets pour comprendre un peu quelles mesures de sécurité vous pouvez mettre en place. Mais n'hésitez surtout pas, et j'ai envie de vous dire, allez-y, prenez un temps pour aller parcourir ce guide de la CNIL pour vraiment vous assurer que par rapport à votre activité, vous êtes dans les clous au niveau des mesures de sécurité. Alors, quand on parle de mesures de sécurité, concrètement, c'est quoi? C'est par exemple faire attention à vos mots de passe. Un mot de passe robuste, donc pour vos téléphones, votre ordinateur, mais c'est aussi votre compte en ligne. Si par exemple vous avez un compte sur une plateforme de réservation ou sur un logiciel de gestion des données de vos clients, faites attention à veiller à avoir des mots de passe robustes
Donc, mot de passe robuste, hein, c'est, je sais pas, je crois que c'est 12 ou 13 mots différents. Il doit y avoir un nombre, un caractère spécial, il doit y avoir des chiffres, des lettres en minuscules, en majuscules. Donc, c'est vraiment ça, un mot de passe robuste. Ce n'est pas votre date d'anniversaire. D'accord? Et puis, veillez aussi à changer régulièrement vos mots de passe. C'est aussi sécuriser votre poste de travail. Donc, antivirus, firewall, verrouillage de session régulière, c'est-à-dire que si vous n'utilisez plus votre ordinateur qui se laisse ouvert comme ça, au bout de quelques minutes, il faut que la session se verrouille automatiquement. C'est chiffrer votre disque dur d'ordinateur. Enfin, c'est ça la sécurisation du poste de travail. Mais c'est aussi sécuriser vos appareils contre la perte et le vol des appareils, enfin, donc, et les vols éventuels. Donc, c'est par exemple mettre en place des sauvegardes pour éviter qu'il y ait une perte totale des données s'il y a un vol. C'est protéger votre réseau informatique interne. C'est sécuriser votre site Internet si vous en avez un, d'accord? Et ça, c'est peut-être faire appel à un webmaster pour mettre en place un protocole de sécurité sur votre site, assurer la maintenance du site, parce qu'une fois que le site existe, il va falloir le mettre à jour régulièrement, assurer une maintenance pour éviter justement que les données qui soient collectées via le site soient attaquées, d'accord, soient volées. Parce que les sites attaqués, il y en a de plus en plus. Et il faut savoir, je ne l'ai pas dit, la CNIL, dans ses axes prioritaires de contrôle, la sécurité, et notamment la sécurité des sites web, en fait partie. D'accord? Donc, il faut faire super attention. C'est aussi mettre en place peut-être un système d'archivage sécurisé des données. Si vous collectez, par exemple, des données de vos clients, pour toutes les données que vous n'utilisez plus parce que ce sont des anciens clients, ce ne sont pas des clients qui viennent vous voir régulièrement, eh bien, vous mettez en place un archivage intermédiaire, d'accord? De manière à vraiment compartimenter les données que vous utilisez au courant, au quotidien, de celles que vous n'utilisez plus ou presque plus. C'est aussi pour ceux qui ont des locaux et qui utilisent, par exemple, des notes manuscrites, c'est protéger vos locaux par des fermetures à clé, par un système d'alarme, système incendie. C'est tout ça pour éviter qu'il y ait une perte de données ou un accès non autorisé. D'accord? Les mesures de sécurité, ce n'est pas uniquement sur Internet, ce n'est pas uniquement en lien avec vos ordinateurs et vos téléphones, mais c'est aussi protéger éventuellement vos locaux si des données personnelles y sont stockées. Voilà ce que je peux dire sur les mesures de sécurité. On va passer parce que je vois l'heure qui tourne et puis je veux vraiment consacrer un petit peu de temps aux questions. Je vais terminer par un dernier point qui est quand même un point important, c'est l'analyse d'impact. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, si vous en avez déjà entendu parler, mais l'analyse d'impact, c'est une des obligations qui est prévue par le RGPD et qui peut concerner certains des praticiens qui m'écoutent aujourd'hui. Alors, c'est quoi? Une analyse d'impact, c'est une analyse particulière qui va devoir être menée lorsqu'un traitement de données personnelles est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées. Voilà le texte, la définition de ce que c'est qu'une analyse d'impact. Alors, très concrètement, la CNIL est venue publier des critères pour savoir quand est-ce que les responsables de traitement devaient faire ou pas une analyse d'impact. Et parmi la liste des critères, il y en a plusieurs, hein, je vais vous en faire grâce, parmi la liste des critères qui a été publiée, il y en a deux. Enfin, elle dit qu'il s'il y a au moins deux de ces listes des critères, et elle vous dit que si vous en remplissez au moins deux, vous devrez faire une analyse d'impact. D'accord? Et donc, moi, je suis allée regarder, du coup, par rapport à ces critères, ce qui pourrait concerner des praticiens de santé naturelle. Et j'en ai repéré deux assez facilement. Et ces deux critères, c'est la collecte de données sensibles, donc données de santé notamment, d'accord? Et deuxième critère qu'on peut y voir, c'est la collecte de données de personnes dites vulnérables. Donc ça, c'est un terme juridique qui peut englober les mineurs, les personnes qui sont malades, qui ont une vraie maladie, comme par exemple un cancer, mais aussi les personnes âgées. Donc, il faut savoir que si vous avez, par rapport à ces critères, si vous êtes un praticien et que parfois, vous collectez des données de santé d'une personne vulnérable, d'accord, deux personnes vulnérables, donc mineurs, personnes malades, parce que parfois, certains praticiens proposent un accompagnement, je ne sais pas, en réflexologie, des personnes atteintes d'un cancer, pour soulager leur douleur.
D'accord? Donc là, on est sur un public vulnérable. D'accord? Eh bien, si vous remplissez du coup ces 2 critères, vous devrez, au sens en tout cas de ce que publie la CNIL, vous devrez faire une analyse d'impact. D'accord? Donc, pour ne pas en faire une, si on prend le problème à l'envers, il faudra que vous ne remplissiez pas 2 de ces critères. D'accord? Donc, si vous ne voulez pas faire d'analyse d'impact, peut-être que la solution, si vous voulez par exemple continuer à recevoir dans votre clientèle des personnes vulnérables, c'est pour ces personnes-là, quand vous les avez identifiées, ne faire aucune collecte de données de santé. D'accord? Vous ne serez que sur un critère. Mais par contre, si vous voulez collecter, donc traiter des données de santé de personnes vulnérables, vous devrez faire cette analyse d'impact. Donc, que contient finalement cette analyse d'impact? Ce que veut y voir la CNIL. Et c'est là que c'est vraiment pas simple pour les professionnels qui sont en entreprise individuelle et qui n'ont pas forcément un DPO, un expert RGPD pour les accompagner, parce que moi-même, pour tout vous dire, dans mon activité, puisque je vous ai dit que j'accompagnais les professionnels en conformité RGPD, moi-même, je n'en fais pas, je ne propose pas dans ma formule d'accompagnement d'aider mes clients à faire d'analyse d'impact, parce que c'est vraiment un travail hyper pointu, spécifique. Et donc, en général, quand j'ai un client qui doit en faire une, je passe par des DPO, donc vraiment des experts RGPD, qui font ça de manière assez régulière. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que il y a quand même un outil logiciel qui a été mis en place par la CNIL. C'est l'outil PIA que vous pouvez donc utiliser gratuitement. D'accord? C'est un logiciel open source que la CNIL a mis à disposition et qui va vous aider si vous voulez faire une analyse d'impact tout seul. Vous pouvez le faire, hein, c'est tout à fait possible, en utilisant cet outil, cet outil PIA. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes concerné par cette obligation d'analyse d'impact, n'hésitez pas à aller voir cet outil, le tester, et puis aller jusqu'à l'analyse d'impact, faire l'analyse d'impact, et vous verrez si vous avez besoin d'un accompagnement. Vous pouvez me contacter, hein, je vous mettrai en relation avec des experts pour vous aider si vraiment vous avez besoin d'aide pour faire cette analyse d'impact. Et puis pour ceux qui ne veulent vraiment pas faire d'analyse d'impact, qui seraient quand même dans les 2 critères, mon conseil, encore une fois, ce serait d'enlever un des 2 critères pour éviter d'être dans la ligne rouge, quoi. Je crois que j'ai fait le tour des principales obligations. Et peut-être, alors avant de terminer et de vous donner la parole pour vous poser des questions, je vous parle quand même des sanctions. Une slide simplement pour vous dire qu'évidemment, c'est important de se mettre en conformité. Je vous l'ai dit en introduction du webinaire, vous plus que les autres professionnels, vous êtes aujourd'hui évidemment un petit peu sur le collimateur des autorités. Donc, en plus, je sais que vous collectez bon nombre de données personnelles pour un certain nombre d'entre vous. Donc, veillez vraiment à être respectueux des règles et notamment des règles RGPD pour éviter les sanctions qui pourraient être prononcées par la CNIL, hein, mais éventuellement aussi par un juge, hein, parce que les juges aujourd'hui maintenant s'y mettent. Il faut savoir qu'en 2022, la CNIL a prononcé en cumulé plus de 100 millions d'euros d'amende, a publié, je crois, ou a mis en place à peu près 150 mises en demeure. Donc, vous voyez, elle est quand même très active et elle n'hésite plus aujourd'hui à contrôler et à sanctionner les acteurs qui ne respectent pas les règles. Alors, mes solutions pour ceux qui ne se sentent absolument pas ou qui ont vraiment besoin d'aide pour remplir, par exemple, leur registre de traitement, pour rédiger leur politique de protection des données personnelles, vous pouvez évidemment faire ce travail tout seul et avec le contenu que je vous ai fourni aujourd'hui, le replay, le support de mon webinaire, vous avez les cartes en main pour faire les choses vous-même. Mais pour ceux qui ne se sentent pas forcément les épaules et qui veulent faire les choses en toute sérénité juridique, sachez que j'ai mis au point des solutions RGPD pour les praticiens qui sont vraiment adaptées aux professionnels du bien-être, comme les naturopathes, les réflexologues, les sophrologues, les kinésiologues, etc. Tous ces professionnels du bien-être. Donc, par rapport aux obligations RGPD, il y a 2 solutions qui pourraient éventuellement vous intéresser. Il y a le pack RGPD du praticien qui comprend 2 documents, une politique sur les données personnelles pour informer vos clients de ce que vous faites de leurs données, et puis un registre de traitement adapté à vos activités de praticien. Ça, c'est le pack RGPD, et je propose un pack pro qui est un petit peu plus complet, qui comprend les 2 documents que je viens d'évoquer, mais qui comprend en plus les conditions générales destinées à vos clients pour vous aider à être en conformité avec les règles du Code de la consommation et vous aider aussi
à avoir cette fameuse base légale du contrat dont j'ai parlé juste à l'instant. Donc, comment ça marche si vous êtes intéressé et que vous souhaitez obtenir l'un de ces 2 packs, sachez que vous pouvez les obtenir directement sur mon site internet. Vous choisissez le pack qui vous intéresse. Ensuite, vous arrivez sur un espace où vous répondez à des petits questionnaires juridiques en ligne. Et ensuite, une fois que vous avez répondu à ces questionnaires, ça prend vraiment quelques minutes, vous allez pouvoir télécharger vos documents de conformité au format Word. Donc, ce seront les vôtres, hein. Vous pourrez ensuite tout à fait les enrichir et les adapter si vous le souhaitez. Et ce document-là, du coup, ces documents seront vraiment adaptés à vos traitements sur les données personnelles, selon si vous faites des transferts de données hors UE, selon les sous-traitants que vous avez, selon les types de données que vous collectez, etc. Et si vous vous sentez pas complètement sûr et que vous souhaitez vraiment tout verrouiller et échanger avec moi, c'est possible. Vous pouvez activer une option dans votre espace qui est l'acte sécure et qui permet de prendre rendez-vous avec moi. On se cale 1 heure, voire plus, pour vraiment faire le point sur vos documents. Et là, je m'assure vraiment que tout est conforme par rapport à vos activités et au niveau des traitements de données personnelles. Alors, comment là, vous avez en capture une photo du questionnaire. Donc, vous voyez, je vous pose des questions très précises, par exemple, sur le type de données personnelles que vous collectez. Et ensuite, une fois que vous avez rempli le questionnaire, vous pouvez télécharger le document qui est du coup adapté aux réponses que vous avez apportées au questionnaire. Alors, profitez-en parce que je fais une promo exceptionnelle là, en lien avec ce webinaire. Vous pouvez bénéficier d'une promo de 50% que je fais pendant quelques jours sur les 2 packs, le pack Pro et le pack RGPD. Donc, n'hésitez pas, Jade vous mettra les liens pour ceux qui sont intéressés habituellement. N'hésitez pas à les regarder. Et alors, le code promo qu'il faudra, si vous souhaitez les commander et obtenir les 50%, le code promo, n'oubliez pas de le renseigner au moment de votre commande, c'est PromoPack. Sinon, vous n'aurez pas la réduction des 50%. Donc, je sais que certains se font avoir parfois. Donc, voilà, n'oubliez pas de renseigner le code promo. Voilà, je crois que j'ai été à peu près complète sur ce que je voulais vous dire. J'ai même quasiment respecté mon timing puisqu'il nous reste quand même 10 minutes de questions-réponses. Donc, c'est top. Alors, j'imagine qu'il va y avoir pas mal de réponses à apporter. Alors là, je vais donner la parole à Jade pour qu'elle me dise s'il y a eu beaucoup de questions et peut-être qu'elle me compile, elle me centralise les questions pour que je puisse y répondre au plus grand nombre. Alors, dis-nous, Jade. Alors oui, j'ai répondu à certaines de vos questions directement pendant le webinaire. Donc, je vais reprendre les questions auxquelles je n'ai pas répondu parce que j'ai pensé que ce serait utile que tout le monde ait, on va dire, une réponse commune. Et je vais les prendre dans l'ordre. Donc, on a eu tout d'abord des questions par rapport aux sous-traitants. Et plusieurs personnes se sont demandé comment vérifier qu'ils étaient en règle et est-ce que les sites internet sont des sous-traitants? Est-ce qu'un logiciel de facturation est un sous-traitant? Voilà, est-ce que tu peux y répondre? Oui, alors le sous-traitant, je rappelle qui c'est celui qui va accéder, qui va faire des traitements de données personnelles pour le compte d'un responsable de traitement. Donc, le logiciel de facturation, oui, en toute logique, sera qualifié de sous-traitant, puisqu'en fait, dans votre logiciel de facturation, vous allez forcément renseigner les noms des personnes et les coordonnées des personnes que vous facturez. Donc, le logiciel, s'il est en ligne et qu'il est maintenu et hébergé par un tiers, ce tiers sera sous-traitant puisqu'il aura accès aux données de votre logiciel, enfin du logiciel. Donc, oui, tous les acteurs tiers qui peuvent avoir accès aux données pour lesquelles vous êtes responsable de traitement seront qualifiés de sous-traitants dès lors qu'ils agissent sur instruction et pour votre compte. Alors, comment aller vérifier si leur conformité RGPD? Déjà, effectivement, c'est leur demander. Alors, regardez sur leur site Internet parce que parfois, sur leur site Internet, vous allez pouvoir récupérer leur documentation RGPD. Certains la mettent en ligne. Mais vous avez raison, c'est une bonne question. Ce n'est pas toujours simple de savoir. Alors, si vous ne trouvez pas la réglementation sur leur site, enfin leur documentation, demandez-leur, d'accord? Et ensuite, il faut aller voir, il faut lire les documents. Et c'est vrai que ce n'est pas simple parce que ça demande quand même un certain niveau juridique et RGPD pour voir si ce qui est écrit correspond et conforme à la réglementation. Et ça, alors là, pour le coup, c'est vraiment ce que je fais très souvent au quotidien pour certains clients que j'accompagne vraiment sur mesure, hein, au-delà des packs que j'ai présentés. Là, c'est vraiment pour aller regarder. Là, typiquement, cet après-midi, j'ai rendez-vous avec un client
qui veut faire appel à un éditeur de solutions logicielles, donc, dans laquelle il y aura un certain nombre de données de ses clients, de ses fournisseurs, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ce fournisseur n'avait pas de documentation RGPD. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de lui faire signer parce que, en fait, vous ne pourrez pas, enfin, il faut vraiment se mettre ça en tête, c'est que vous ne pouvez pas faire appel à des sous-traitants si ces sous-traitants n'ont pas de documentation RGPD conforme. Et notamment, il y a un accord de sous-traitance obligatoire à prévoir entre vous et ce sous-traitant. Et si cet accord n'existe pas, eh bien, les traitements ne seront pas conformes. Donc c'est vrai que ce n'est pas simple. Et donc, mon conseil, c'est vraiment de challenger vos sous-traitants. Et si vous avez le moindre doute, c'est d'en changer ou peut-être d'aller demander à un expert RGPD son avis sur la conformité de ce sous-traitant. Et quand on a des sous-traitants, est-ce qu'il faut préciser aux clients qu'on a des sous-traitants uniquement dans la politique de confidentialité ou alors est-ce qu'il faut leur rappeler dans le mail, il faut leur dire à l'oral ou la politique suffit? La politique suffit. Pour moi, il faut donner l'information et ça a tout à fait sa place dans une politique de protection des données personnelles pour indiquer qu'en fait, les données peuvent être transmises à un certain nombre de destinataires comme des sous-traitants et citer les sous-traitants, donc les destinataires tiers avec lesquels vous avez un contrat. Donc, ça suffit de le mettre dans la politique, pas besoin d'en parler oralement ou dans un mail. Après, vous pouvez le faire, évidemment, mais mon avis, c'est que ça suffit dans une politique. Après, on passe sur des questions concernant la durée de conservation des données. Donc, est-ce qu'il y a des durées définies pour les secteurs d'activité, donc des praticiens en santé naturelle ou non? Alors, il n'y a pas malheureusement de guide de durée maximum que vous devrez respecter. Alors, la CNIL, pour certains traitements, nous donne des durées maximum. Par exemple, pour la prospection commerciale, je vous ai dit qu'il faut le consentement pour envoyer une newsletter. La CNIL nous a dit, tous les 3 ans, en fait, il faut redemander le consentement de la personne. Et si la personne ne vous redonne pas son consentement, vous devrez supprimer la donnée. Donc, ça veut dire que tous les 3 ans, s'il n'y a pas de consentement nouveau, on doit supprimer les données. Mais sauf dans certains cas, donc, comme celui-ci, on n'a pas de durée fixe. Donc, il faut vraiment ne conserver que le temps nécessaire. Donc, si par exemple, je veux prendre l'exemple des données clients, donc les données pour la prise de rendez-vous, les données que vous collectez pour la consultation et le suivi des personnes, je dirais que tant que la personne, vous la suivez, d'accord, régulièrement, elle vient régulièrement vous voir, vous pouvez être légitime à conserver ces données. Attention, on conserve que le nécessaire et de manière très sécurisée, d'accord. Une fois que la personne, vous n'avez plus de nouvelles d'elle, donc on est sur la fin de la relation contractuelle, c'est là où on peut se dire, OK, combien de temps je conserve les données? Moi, je pense qu'il ne faut pas tout supprimer d'un coup parce que si demain il y a un problème avec cette personne, si imaginons que la personne porte plainte contre vous, quoi que ce soit, et si vous avez tout supprimé, vous ne pourrez pas démontrer votre conformité ou ce qui était prévu au niveau contractuel, ce que vous aviez fait pour elle, pas fait, etc. Donc, il faut quand même, pour des questions de preuve, dans le cas d'une éventuelle défense, conserver les données un temps nécessaire, un temps minimum. J'aurais tendance à conseiller 5 ans, d'accord, pour les données clients. Mais pour les données de santé, vous pourriez tout à fait, et c'est mon conseil quand même, si ce n'est pas trop compliqué pour vous à gérer, parce que ça veut dire que pour un client, vous n'allez pas tout conserver sur un même niveau de durée, vous allez peut-être sur les données de santé réduire la durée, je ne sais pas moi, à 2 ans, 3 ans. Moi, je le conseille, si c'est possible de le faire en pratique pour vous, prévoir peut-être pour les données sensibles comme celles de données de santé, une durée moindre que, par exemple, les données nom, prénom, mail et ce que vous avez fait pour la personne. D'accord? Donc, il y a peut-être à dissocier les durées de conservation. Mais le principe, c'est je ne conserve les données que le temps nécessaire et après, je dois les supprimer. Et si le consentement n'est pas donné par le client, est-ce que le praticien peut faire le rendez-vous ou alors il se retrouve bloqué? Alors, on a vu, le consentement, c'est une des bases légales prévues par le RGPD. La base légale consentement, elle est obligatoire si vous voulez collecter des données de santé. D'accord? Si vous n'avez pas ce consentement pour les données de santé, vous ne pourrez pas en collecter. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas recevoir la personne pour la consultation. D'accord? Simplement, vous ne pourrez pas traiter de données de santé si elle ne vous a pas donné son accord. D'accord?
Mais pour la recevoir en rendez-vous et la suivre en consultation, on a vu qu'il y avait une autre base légale qui était prévue par le texte, qui est la base légale du contrat. D'accord? Donc, si vous avez proposé et mis à disposition et fait signer, évidemment, un contrat des conditions générales à votre client, ça vous autorise, d'accord, à du coup gérer toutes les données dans le cadre de la consultation, du suivi, de la gestion des rendez-vous, etc. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Parce que c'est que c'est pas simple d'y voir clair là-dessus. J'espère que c'est clair. Dis-moi, Jade. Et certaines personnes se demandent donc, si un client prend rendez-vous sur une plateforme, comment l'informer du traitement qui va être fait après de Oui, ces données. eh bien, en fait, sur la plateforme, vous avez une page sur laquelle vous allez vous présenter vos activités, par exemple, une consultation en naturopathie, ce qui vous êtes. Vous avez une page qui vous référence. Et bien, sur cette page-là, c'est là où vous pouvez mettre des liens. Éventuellement, sur certaines plateformes, vous pouvez rajouter une case à cocher, d'accord? Donc là, au moins, mettez vos conditions générales. Mettez votre politique de protection des données personnelles au niveau de cette page-là. D'accord? Donc, vous voyez que la plateforme, techniquement, comment intégrer ça. Et ensuite, sur le recueil de consentement sur les données de santé, soit la plateforme vous permet d'obtenir ce consentement par une case à cocher, soit si ça n'est pas possible techniquement, ça voudra dire qu'après la mise en relation par la plateforme, vous devrez faire signer un petit formulaire, alors soit par l'envoi d'un mail, soit si vous la rencontrez en vrai parce qu'elle vient vous voir dans vos locaux, lui faire signer par exemple une petite fiche physique, celle que j'ai donnée en exemple tout à l'heure. D'accord. Et si par contre, il y a certains praticiens qui, en ayant vu le webinaire, se sont dit, mince, on n'a pas demandé le consentement de nos clients, est-ce qu'ils peuvent envoyer la politique de confidentialité de manière rétroactive pour leur demander, ou comment peuvent-ils faire? Et malheureusement, non. En fait, on ne peut pas régulariser un traitement qui était illicite au départ, d'accord? Donc, si vous avez collecté des données de santé sans obtenir ce consentement express et préalable, ça veut dire que vous ne pouvez pas traiter de données de santé. Et donc, en tout cas, officiellement, il n'y a pas de régularisation possible. Donc, en toute logique, il faudrait supprimer les données concernées. Voilà. Mais après, si c'est quelqu'un que vous suivez régulièrement, bon, vous pouvez peut-être voir comment faire les choses pour régulariser, mais voilà, en théorie, ce n'est pas possible. Et quelqu'un demande, est-ce qu'un affichage de la politique en salle d'attente est suffisant? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, votre obligation, c'est d'informer les personnes de ce que vous faites de leurs données personnelles. Donc, prévoir un document d'information, peu importe la manière dont vous diffusez l'information, que ce soit sur votre mail, que ce soit sur un affichage en salle d'attente, vous avez donné l'information. D'accord? Donc, vous aurez prouvé, s'il y a un contrôle de vos locaux, vous aurez prouvé que l'information est là, est disponible. Ensuite, on a d'autres questions, toujours par rapport au consentement, qui décidément fait l'objet de nombreuses interrogations. Et la personne se demande quelle est la différence entre consentement et contrat? Doit-on faire signer les personnes avant un rendez-vous? Oui, on doit alors faire signer, la signature n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est d'informer et d'obtenir le consentement. Donc, le consentement, c'est oui, ça peut être une signature pour prouver que la personne a bien donné son consentement. Mais on va dire que le texte ne précise pas que c'est la signature qui est obligatoire. Est-ce que tu peux me rappeler juste le début de la question parce qu'il y avait une confusion entre consentement et contrat? Oui, c'est ça. Quelle est la différence entre consentement et contrat? Alors, le contrat, c'est un contrat, c'est la rencontre entre votre offre de service, donc une offre de consultation, par exemple en réflexologie, et avec ses conditions financières, et l'acceptation par un client. À partir du moment où il y a une offre qui rencontre une acceptation, un contrat se forme, d'accord? Sauf que dans la vraie vie, si on veut prouver qu'il y a un contrat, il faut quand même que ce soit formalisé par écrit, d'accord? Donc, les conditions générales qui sont communiquées avant la séance à vos clients et que le client a accepté, du coup, s'il a eu communication, ça vaut contrat, d'accord? Et ça vous permet d'avoir une base légale, la base légale du contrat, qui vous autorise ensuite à traiter les données personnelles dans le cadre de la consultation, du suivi, etc. Et le consentement, c'est autre chose.
c'est une des bases légales qui était prévue et qui est obligatoire pour certains traitements. Et je vous ai dit, pour certains traitements, je vous ai donné l'exemple des données de santé. Et aussi, l'autre exemple, c'était l'envoi d'une newsletter. D'accord? Donc, pour ces traitements-là, spécifiquement, il faut dire « Je souhaiterais vous envoyer une newsletter » ou « Je souhaiterais » ou « J'ai besoin de collecter des données de santé pour vous suivre correctement. Est-ce que vous êtes d'accord ?» D'accord? Ce n'est pas la même chose qu'un contrat. Un contrat serait vraiment des conditions qui vient fixer les conditions d'intervention et de suivi du patient, ou du client. Et donc, on rappelle bien qu'un contrat, quand on va chez le médecin, on ne va pas signer de contrat parce que le médecin, lui, a une profession qui est reconnue par les autorités alors que les praticiens ne sont pas reconnus. Donc, ce qui explique Oui. qu'on ne va pas signer de contrat. Et oui, en fait, le professionnel de santé, donc le médecin, lui, il est exempté d'avoir à faire signer un contrat, d'avoir à obtenir le consentement des personnes. Pourquoi? Parce que c'est un professionnel de santé. Et vous, comme vous êtes un praticien du bien-être non reconnu, non conventionnel, vous n'êtes donc pas un professionnel de santé. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes contraint de jouer sur ces deux bases égales à la différence du professionnel de santé. Très bien. Alors là, on a une question de Caroline qui nous demande si on veut faire un communiqué de presse à des journalistes via un emailing ou en format papier, est-ce qu'il faut avoir le consentement du journaliste à l'aide d'une case à cocher ou est-ce que l'on peut passer par une base légale d'intérêt légitime? Et si c'est le cas, quelle base légale invoquer? Oui, alors donc là, il faudrait que j'en sache un petit peu plus sur la finalité de ce communiqué de presse. Mais là, vous vous adressez à un public professionnel, des journalistes qui pourraient être intéressés à publier votre information. Donc là, on est en B2B. Donc, en effet, je pense que l'intérêt légitime serait la bonne base légale sur laquelle vous appuyez. Ensuite, on a une question par rapport à l'analyse d'impact qui est un point un peu, on va dire, compliqué. Et Sarah nous demande quel est le risque si l'analyse d'impact n'est pas faite et que nous sommes concernés? Eh bien, le risque, c'est d'être sanctionné par la CNIL. Donc, je vous ai montré tout à l'heure les niveaux de sanctions maximum qui sont prévus par les textes. Donc, ça fait partie des obligations importantes que vous devez respecter si vous traitez des données de santé de personnes vulnérables. Donc, j'ai vu dans le chat qu'un certain nombre d'entre vous étaient probablement concernés par cette analyse d'impact. Donc, moi, je dirais qu'il n'y a pas d'entre-deux. Soit vous êtes concerné et dans ce cas-là, mon conseil, c'est de faire cette analyse d'impact. Essayez de la faire vous-même via l'outil de la CNIL. Ce n'est pas impossible. Essayez de le faire vous-même. Et si vous ne voulez pas faire cette analyse d'impact, dans ce cas-là, enlevez un des deux critères. D'accord? Donc, si vous recevez régulièrement des personnes vulnérables dans votre clientèle, pour ces personnes-là, ne collectez aucune donnée de santé. Voilà. Pour moi, c'est vraiment, il n'y a pas d'entre-deux. Choisissez votre camp, si j'ose dire, pour éviter justement d'être en risque si jamais il y a un contrôle de la CNIL demain. D'accord? On a eu aussi beaucoup de questions sur le registre de traitement et je pense que cette notion a été un peu difficile à cerner pour nos praticiens. Donc, est-ce que le registre de traitement se fait en fonction de nos activités ou en fonction des personnes, donc de nos clients? Est-ce que si on a deux activités différentes, il faut tout faire en double ou dans un registre de traitement, ça peut suffire? Alors, en général, le registre, on va le faire par type d'activité. D'accord? Mais après, peu importe le raisonnement que vous suivez, vous pouvez le faire par type de personne. Ça peut marcher aussi dans ce sens-là. Mais je dirais que classiquement, c'est plutôt par type d'activité. Et si vous avez deux activités bien différentes, mais vraiment très différentes, dans ce cas-là, ça vaut peut-être le coup de prévoir deux registres différents ou alors de prévoir des onglets différents dans votre registre. Voilà ce que je peux vous dire sur le registre. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours un exercice simple de faire ce registre. Et c'est aussi pour ça que, alors au départ, je n'avais pas forcément proposé ce registre dans mes solutions, mais c'est parce que j'ai eu beaucoup de praticiens qui avaient du mal à le faire que du coup, j'ai élaboré ce modèle de registre adapté aux activités des praticiens de santé naturelle, parce que vous avez quand même des activités qui sont un peu particulières. Et la plupart du temps, vous n'avez pas de salariés, vous êtes solopreneur. Et voilà, vous collectez quand même bon nombre de données personnelles de vos clients notamment. Donc voilà, pour ceux qui sont un peu en panade et qui sont un peu en difficulté, peut-être que la solution de mon registre sera peut-être pas mal. À vous de voir.
Et il y a Sarah qui nous demande, est-ce que les CGV doivent obligatoirement être rédigés par un avocat? Pas du tout, vous pouvez tout à fait les rédiger vous-même, il n'y a aucune obligation de passer par un avocat. J'avais, en mois de mars, fait un webinaire pour expliquer justement ce que c'était que ces conditions générales, quelles étaient les clauses très importantes à prévoir dans ces conditions générales, comment les rédiger. Justement, j'ai fait un webinaire spécifique là-dessus. Et je pense que le replay doit être disponible sur mon site internet. Il y a une rubrique qui s'appelle ressources utiles. Et dans cette rubrique ressources utiles, vous avez les replays de mes derniers webinaires. Et je pense que vous trouverez, si ça vous intéresse, le replay de cet événement-là. Donc, si vous voulez en savoir plus sur vos conditions générales et essayer de les rédiger vous-même, vous pouvez peut-être aller regarder ce webinaire. Et on a eu quand même aussi beaucoup de santé concernant les données de santé. Beaucoup de questions par rapport aux données de santé. Et je pense que les praticiens ne délimitent pas forcément très bien qu'est-ce qui est une donnée de santé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce que, par exemple, dans Donc, le chat, on voit la question pour savoir, c'est pas forcément évident de savoir si le client est fragile, est-ce que c'est une donnée de santé, pas oui, une c'est donnée de vrai que c'est santé. pas toujours très simple de savoir où est la frontière. Mais il faut adopter une vision large de la notion de santé. Donc, c'est toute information sur l'état de santé physique, émotionnel de la personne, passée, présente ou potentielle. D'accord? Donc, c'est super large. Et c'est vrai que dans le cas d'une consultation de praticien, on est assez vite finalement sur la donnée de santé. Donc, je dirais que quand vous êtes en consultation, c'est vrai que certains d'entre vous n'ont pas forcément le réflexe, ils ont le réflexe de prendre tout en note, on ne sait jamais, telle information peut servir, etc. Alors que moi, mon conseil, c'est plutôt de vous dire attention. Comme vous n'êtes pas professionnel de santé, vous êtes quand même sur des traitements de données qui peuvent aller quand même loin, vraiment, ne prenez note que du minimum syndical. Et si vous pouvez ne pas prendre note ou stocker de données de santé, c'est mieux. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une super mémoire peut-être, ou peut-être dans le cadre des rendez-vous de suivi, se faire rappeler par la personne les éléments importants de son état. Je ne sais pas comment fonctionner, je n'ai pas de réponse miracle, mais je dirais que mon conseil, c'est quand même de minimiser au maximum vos traitements de données personnelles. Moins vous en traitez, mieux vous allez vous porter au niveau de la conformité et d'éventuelles sanctions. On va prendre peut-être une dernière question après les autres questions. Donc, soit on y a déjà répondu, donc on vous invitera à regarder le replay, ou alors si c'est des questions où vous n'avez pas de réponse, vous pouvez toujours contacter Élise à l'adresse que j'ai mis dans le chat. Donc, pour prendre la dernière question, si on est envoyé par une entreprise, donc dans une autre entreprise, y a-t-il quelque chose à faire signer ou c'est l'entreprise qui s'occupe de ça? Alors, si on est envoyé par une entreprise dans une autre entreprise, il faudrait que j'en sache un petit peu plus sur le cadre juridique. C'est quoi? C'est du portage salarial? Est-ce que c'est... Alors, c'est Schwitt je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, mais qui nous pose la question. Donc, si Je ne pourrais pas ouais, répondre du sans coup, avoir ouais. ce niveau d'information. Alors, peut-être que pour cette personne, elle peut me contacter par mail et puis je lui répondrai plus précisément. Il faudrait que j'ai des informations sur le cadre, le statut juridique de cet envoi. Est-ce que c'est du portage salarial? Est-ce que voilà. En tout cas, j'espère, parce que c'est vrai j'étais bien bavarde. J'espère surtout vous avoir apporté un éclaircissement sur ce sujet RGPD qui est souvent un peu compliqué à comprendre. J'espère que je ne vous ai pas découragé, que je vous ai motivé à passer à l'action parce que c'est quand même c'est ça qu'il faut retenir, hein. C'est au boulot, vous avez raison. Il n'y a plus qu'à se mettre au boulot, je l'ai vu celui-là. Donc, passez à l'action et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, faites-vous accompagner. Vous n'êtes pas des experts RGPD, il n'y a pas de complexe à avoir sur ça. Même s'il y a l'adage nul n'est censé ignorer la loi, n'hésitez pas à demander de l'aide à des gens dont c'est le métier, donc moi ou d'autres, hein, si vous avez besoin. Le principal, c'est que vous soyez conforme pour éviter d'éventuels problèmes et que vous soyez en sérénité pour développer vos activités. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à tous merci de m'avoir écouté.
Donc, le replay sera envoyé à tous ce soir ou demain. Et puis, on reste en contact. J'espère avoir le plaisir de rééchanger avec vous très bientôt. Allez, Bien, on se laisse. merci. Bonne journée à tous.